Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de l'usine du futur. Imaginez un endroit où la robotique, l'intelligence artificielle, les données, tout ça fusionne pour réinventer complètement notre façon de produire. C'est exactement ça, le nexus de la fabrication nouvelle génération. Imaginez un peu la scène. Une usine plongée dans la pénombre. Presque toutes les lumières sont éteintes. Le seul son, c'est le ronronnement des machines. Et pourtant, les chaînes de montage, elles, tournent à plein régime. On dirait de la science-fiction, pas vrai? Eh bien non, c'est la réalité de ce qu'on appelle les dark factories, les usines sans lumière. Alors, c'est parti, explorons ensemble ce concept d'usine sans lumière. Parce que, attention, cette vision d'une autonomie totale, ce n'est plus juste une idée futuriste. C'est en train de devenir une réalité bien concrète qui bouscule toutes les règles du jeu de l'industrie mondiale. Mais alors concrètement, une dark factory, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une usine qui peut tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans qu'un seul être humain ne soit présent sur la ligne de production. De la gestion des matières premières jusqu'au contrôle qualité final, absolument tout, je dis bien tout, est piloté par des robots et des systèmes intelligents. Et attention, ce n'est pas juste un concept théorique, ça existe déjà. Premier Fanuc au Japon. Depuis 2001, ils ont des robots qui construisent d'autres robots. Et ils peuvent le faire sans aucune surveillance humaine pendant 30 jours. Ou encore Philips aux Pays-Bas, 128 robots assemblent des rasoirs électriques et il n'y a que 9 humains pour superviser la qualité. Et que dire de cette usine de voitures en Chine, une Dark Factory qui sort jusqu'à 2200 véhicules électriques par jour avec 7 fois moins de personnel qu'une usine classique. C'est juste énorme. Ok, ces exemples sont assez bluffants. Mais la question c'est, comment ça marche? Quelle est la technologie qui rend tout ça possible? La clé de tout, c'est ce qui se trouve au cœur numérique de l'usine, son véritable système nerveux, le jumeau numérique. Alors, un jumeau numérique, attention, ce n'est pas juste un plan en 3D, non, non. C'est bien plus que ça. C'est une copie virtuelle, vivante de l'usine. Imaginez un avatar de l'usine qui est alimenté en permanence par des milliers de capteurs, un peu comme des terminaisons nerveuses. Grâce à ça, on peut simuler des scénarios, tester des changements, optimiser les processus, le tout virtuellement, sans jamais risquer de perturber la production réelle. C'est un véritable bac à sable ultra réaliste. Et ce concept a évolué à une vitesse folle. Au début, on créait le jumeau d'un seul produit. Puis, on est passé à une machine, un actif comme on dit. Ensuite, on a modélisé une ligne de production complète. Et aujourd'hui, le Graal, c'est le jumeau de bout en bout. On modélise toute la chaîne d'approvisionnement, du fournisseur de matières premières jusqu'à la livraison chez le client. C'est toute la supply chain qui devient virtuelle. Bon, si le jumeau numérique est le système nerveux, celui qui ressent et transmet l'info, il lui manque quelque chose d'essentiel, un cerveau. Et ce cerveau, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'IA qui va prendre toutes ces données et transformer le jumeau numérique d'un simple observateur passif en un véritable pilote intelligent et proactif. Et là, on parle d'une IA agentique. C'est un terme un peu technique, mais ça veut dire une chose simple. Cette IA ne fait pas que réfléchir, elle agit. Concrètement, elle peut faire quoi? Elle peut réorganiser tout le planning de production en 1 seconde si besoin. Elle peut repérer un défaut et le corriger avant même qu'il ne devienne un problème. Mieux encore, elle peut prédire qu'une machine va tomber en panne et planifier la maintenance. Elle va même jusqu'à analyser les marchés financiers pour décider du meilleur moment pour acheter les matières premières. C'est un véritable copilote surpuissant. Maintenant qu'on a vu le potentiel, il faut aussi prendre un peu de recul. Parce que, comme toute révolution technologique, c'est une médaille à 2 faces. Il y a des promesses assez incroyables, c'est vrai, mais il y a aussi des défis, et ils sont de taille. D'un côté, les avantages sautent aux yeux. On peut produire 24 sur 7, il y a beaucoup moins d'erreurs humaines, et surtout, on améliore la sécurité des travailleurs en les sortant des environnements dangereux. Mais de l'autre côté, eh bien, cette dépendance totale à la technologie crée de nouvelles faiblesses. Que se passe-t-il en cas de panne géante, ou pire, de cyberattaque? Sans parler de l'investissement de départ, qui est absolument colossal. Et ces obstacles, ils ne sont pas théoriques. Une enquête de KPMG a demandé aux entreprises quels étaient les plus gros freins. Et le numéro 1, pour plus de la moitié d'entre elles, ce sont les données. Avoir des données de bonne qualité en quantité suffisante, c'est le nerf de la guerre. Juste après, on trouve les défis liés au personnel, à la formation et bien sûr tout ce qui touche à la sécurité et à la confidentialité. Tout ça nous amène à la question la plus importante, finalement. Dans cet univers de machines intelligentes et autonomes, quelle est la place de l'humain? Où se situe-t-on dans cette nouvelle équation? Cette citation, elle dit tout. Quand quelque chose casse, dire « c'est la faute du modèle », ce n'est pas une réponse acceptable. C'est simple, mais c'est fondamental. Au final, on ne peut pas déléguer la responsabilité à un bout de code. Il doit toujours y avoir un humain qui est le garant final du système.
Et ça nous mène à deux grandes philosophies qui s'opposent un peu. D'un côté, le modèle 100% autonome. L'IA décide de tout, le but c'est la vitesse maximale, parfait pour des tâches simples et répétitives. De l'autre côté, le modèle de l'humain dans la boucle. Ici, l'IA propose, mais c'est un humain qui valide des décisions importantes. On perd peut-être un peu en vitesse, mais on gagne énormément en contrôle et en responsabilité. C'est essentiel pour tout ce qui est critique. Et c'est exactement cette deuxième vision que beaucoup de labos de recherche de pointe, comme celui de Siemens, essaient de développer. L'idée est claire, la technologie ne doit pas remplacer l'humain, elle doit augmenter ses capacités. Le but du jeu, c'est la collaboration homme-machine, pas la substitution de l'un par l'autre. La preuve la plus concrète de ça, c'est l'apparition de nouvelles normes de sécurité. On voit par exemple la norme ISO 36914 pour les véhicules industriels autonomes. Ça peut paraître technique, mais en gros, ça impose des règles super strictes sur les systèmes de détection des personnes, sur les freins, sur les boutons d'arrêt d'urgence, bref, tout ce qu'il faut pour que la cohabitation entre les humains et les robots se fasse en toute sécurité. On arrive au bout de cette exploration. Et on voit bien comment tous les éléments s'assemblent. L'usine sans lumière, le jumeau numérique, l'intelligence artificielle et la supervision humaine. Tout ça converge pour créer ce fameux nexus, le cœur de la fabrication de demain. Cette image résume tout. On n'est plus dans une opposition entre le monde physique, celui des machines, et le monde numérique, celui des données. Non, c'est la fusion totale des deux. Et de cette fusion naît une réalité complètement nouvelle. Et s'il y a une chose à retenir, c'est ce changement de paradigme. On ne parle plus seulement d'automatisation, c'est-à-dire une machine qui répète bêtement une tâche. On est passé à l'autonomie, c'est-à-dire des systèmes intelligents, connectés entre eux, capables de prendre leurs propres décisions pour s'adapter en permanence et s'optimiser. La nuance est énorme. Ce qui nous laisse avec une dernière question, et c'est peut-être la plus importante pour le futur. À mesure que ces usines deviennent de véritables écosystèmes qui pensent et s'optimisent tout seuls, comment fait-on pour s'assurer que cette nouvelle forme d'intelligence reste bien au service des objectifs humains? Comment garantir qu'elle est alignée avec nos valeurs, nos besoins? La technologie est là, c'est un fait, mais toute la gouvernance, toutes les règles pour encadrer cette nouvelle puissance, ça reste encore à inventer.